je suis Gabriel Badapone et je vous présente aujourd'hui mon nouveau livre, mon plus récent livre, Les peintres roumains et la France, 1834, qui marque l'année où le premier peintre roumain est arrivé en France et s'est inscrit à l'école de Beaux-Arts. Il s'agit de Ion Negulic. Et 1939, qui est la date limite, car l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale a fait que la circulation libre des artistes a pris fin. Cet axe, qui est celui de Iași, Bucarest et Paris, a été traversé pendant presque une centaine d'années par presque 350 artistes roumains, des horizons qui étaient très différents, des milieux sociaux qui étaient très différents, des artistes qui sont devenus par la suite professionnels et reconnus, d'autres qui sont restés des simples dilettants ou qui ont été complètement oubliés par les histoires de l'art roumain telles qu'elles ont été écrites pendant la dernière centaine d'années, pendant les dernières 50 ans. Bien sûr qu'on commence à évoquer en premier lieu l'exemple de Ottoldo Raman, celui qui est passé par les ateliers de Drawling, Martin Drawling, à l'école de Beaux-Arts de Paris, et en entrant en Roumanie, il a créé et il a été le premier directeur de l'école de Beaux-Arts de Bucarest. Son exemple, et il a eu un grand succès avec ses expositions lors des expositions universelles. Il ne faut pas oublier que c'est le premier qui a exposé, il est vrai, sous pavillon ottoman de ce temps-là, en 1856, lors de la première exposition universelle organisée à Paris. Par la suite, l'exemple le plus marquant, c'est celui de Nicolae Grigorescu, qui, sorti d'un milieu extrêmement défavorisé, est arrivé grâce à une bourse qui lui avait été donnée par Mihail Kogalicianu, pas seulement un homme politique exceptionnel, mais aussi un grand amateur d'art qui a eu une très importante collection d'art, surtout d'art occidental, d'art allemand, et qui a compris en voyant les icônes que le jeune Grigorescu a fait à Gapia, et il a reconnu son talent, et comme il ne sortait pas du tout du milieu qui était celui artistique conventionnel, celui d'une école, il a compris son talent, il l'a envoyé à Paris et il est arrivé à l'école de Beaux-Arts en 1862. Il n'est pas resté très longtemps parce que c'est la nuit, il s'est rendu compte qu'en effet les choses se faisaient ailleurs. Il est parti après, lui il est arrivé ici en 1862. Et en 1863, après 3 semestres qu'il est passé à l'école de Beaux-Arts, il s'est dit non, je veux tenter une autre expérience. Il est allé à Barbizon, et à Barbizon qui était une colonie, donc l'importance n'était plus celle qui était dans les années 1850, mais qui attirait énormément d'étrangers. Il était vite devenu extrêmement proche des premiers promoteurs de cette école, et surtout de Millet et de Rousseau. Il a peint dans leur manière pour que par la suite il change complètement, car il s'est intéressé aux nouveaux découvertes. Il est vrai aussi qu'il a eu une chance complètement inouïe qui n'est pas donnée à tout le monde. Dans les années 1870, il a pu aménager dans le même immeuble que Georges de Belliot, le propriétaire du tableau qui a donné le nom de l'impressionnisme, Impression du soleil, qui se trouve à présent au musée Marmottan à Paris. Et il a dû connaître les débuts de sa collection. Il a exposé à partir des années 1867. D'ailleurs, c'est lui qui a été la grande vedette de l'exposition du pavillon roumain, l'exposition universelle de 1867. Et il a inauguré quelque chose d'extrêmement important à partir des années 1880. Il est allé extrêmement souvent, entre 1882 et 1887, il est allé très souvent en Bretagne, où il a peint
les villages, le bord de la mer. C'était les œuvres dont il se rappelait le plus et qui lui plaisaient le plus. Et chaque fois qu'il les exposait à Bucarest, lors de ses expositions ailleurs, il les trouvait les plus aboutis et il mettait toujours des très très grands prix pour ne pas les vendre parce que pour décourager en effet les éventuels clients. Et l'exemple de Grigoresque, il est très important. Pourquoi? C'est l'histoire du self-human qui arrive et ensuite c'est l'exemple qui par la suite va être pris par toute une génération d'artistes qui lui ont suivi. C'est la génération des artistes de 1890 qui non seulement ils bénéficient des bourses que l'État roumain par l'intermédiaire de l'école de beaux-arts ou donc, par le ministère de l'école de beaux-arts et par la suite par des subventions particulières arrivent en France, mais eux ils vendent aussi et ils s'installent à Paris. Ils s'installent à Paris toujours en passant par Munich, du moins une certaine partie d'entre eux, ceux qui venaient de l'école de beaux-arts de Iași, car le directeur Panaitanu Bardesare, il était passé par Munich dans sa jeunesse et il préférait les envoyer en premier lieu à Munich. Eux, ils arrivaient à Paris, ils étaient extrêmement contents de cette expérience. En effet, Munich, si vous voulez, ça les a mis avec son regard qui était trop posé, avec une peinture qui était trop allégorique, très prise dans un dessin qui était trop précis. Tandis qu'à Paris, il y avait la liberté. Et parmi eux, j'aimerais bien citer deux ou trois qui sont parmi mes préférés. Donc c'est bien sûr Stéphane Lukian, qui est resté quelques années là. Ensuite, et il est venu à Paris, mais malheureusement, son séjour à Paris, il n'est pas extrêmement bien documenté, il y a extrêmement peu de traces. Après, il y a eu Stéphane Popescu, qui était parti à Munich, malgré le fait qu'il était instituteur, et il est parti en effet en rusant, plus ou moins. Elle a expliqué qu'il va aller pour faire un séjour à Munich pour développer ses capacités pédagogiques, ce qu'il n'a fait pas du tout. Donc il est resté à l'école royale des beaux-arts de Munich pendant une dizaine d'années, dans l'atelier de Guy et après, tout content, il est parti vers 1900, ensemble avec tous ses autres collègues vers Paris, et ils ont constitué dans les années 1890-1900 le noyau de ce que va devenir la jeunesse artistique, qui était l'organisation des jeunes artistes, des jeunes peintres, jeunes artistes parce qu'il y avait aussi des sculpteurs, qui voulaient renouveler l'école de peinture roumaine, qui voulait créer en effet les bases, qu'elle soit plus loin de ce que ça donnait, ça avait donné jusqu'à présent. Et c'est leur participation dans mon livre, je trace toujours leur participation dans les expositions, que ce soit les salons officiels, que ce soit les salons dissidents à partir des années 1890, ou les expositions qu'ils ont organisées eux-mêmes. L'année de la Seconde Guerre balkanique a été une année de césure, parce que ils ont dû retourner dans le pays. Après, il y a la Première Guerre mondiale qui est venue. Et après 1918, il y a tous les autres qui avaient déjà commencé à être à Paris avant. Donc, il y avait aussi Théodore Paladi qui est arrivé en 1889-90, qui avait fréquenté l'atelier de Gustave Moreau, qui avait rencontré Henri Matisse. Ils sont arrivés là et ils ont recommencé. C'est le début des années 1920, où il y a une deuxième vague, mais vraiment très importante, des gens qui avaient des bourses, qui avaient des moyens, qui faisaient une exposition à Paris qui avait eu succès, et qui venaient exposer,
qui venaient s'imprégner de la culture française. Parce que, si vous voulez, Paris, ce n'était pas que l'école de beaux-arts, ce n'était pas que les académies libres, ce n'était pas que les ateliers. Paris, c'est un autre mode de vie. Et les choses qu'il apprenait ici, ils ont essayé par la suite de réimplanter dans la vie artistique du pays. Or, parmi eux, bien sûr que l'exemple qui me vient... Il y a eu d'autres qui, dans les années 1890, une fois venus ici, ils sont restés ici. Et il y a un des artistes qui est extrêmement peu connu en Roumanie, mais qui mériterait mieux de l'être. Il s'agit de Michel Simonidi, arrivé dans la génération des années 1890 et qui a fait des très importants décors dans le palais de la Caisse des économies et des consignations à Bucarest, et qui a fait une très intéressante carrière et qui était considéré dans les années 20 comme étant un des plus importants artistes roumains en France, mais qui avait été complètement oublié depuis, et que j'ai retrouvé grâce à une vente à Dreux. C'est une des découvertes étonnantes de ce livre, ou celle de Nicolae Gropanu, un autre nom qui est complètement inconnu, et qui est un des membres fondateurs du Salon d'automne en 1903. De ceux qui sont revenus en 1920, forcément qu'il faut se rappeler de Todor Paladi, qui va rester jusqu'en avril 1940, quand il va retourner en Roumanie pour faire une grande exposition à l'Athénée roumain, et malheureusement il n'a pas pu retourner parce que c'était la guerre qui avait éclaté. Celui de Lucian Grigorescu, qui depuis les années 1922 plus précisément, jusqu'en 1939, il est resté à Cassis-sur-Mer, où il a peint énormément. Ou celui de Josef Isser, qui est resté aussi... Ah non, il y a aussi Eustache Stoenescu, dont j'ai ici un autoportrait dessiné. C'est quand il était tout jeune, c'est la première fois qu'il est venu. Et c'est... Stoenescu, il est très très important pour une raison qui est très simple. C'est pas seulement pour ses portraits mondains qui l'ont imposé à partir des années 1920, donc juste après la Première Guerre mondiale, mais il est aussi très, très important pour une autre chose. C'est lui qui a sélectionné, en effet, pour l'exposition d'art ancien et moderne roumain du jeu de paume des Tuileries, exposition qui est restée la seule manifestation d'art contemporain. Oui, avec l'exposition internationale de 1937, qui sont restées les seules grandes manifestations. C'est lui qui a fait la sélection ensemble avec Ștefan Popescu, et qui s'est imposé et en France et en Roumanie et ensuite aux États-Unis par ses portraits mondains. Et après, c'est bien sûr Isser qui est venu, Josef Isser, qui est venu en 1922, qui est resté jusqu'en 1934. La chose qui est très intéressante, c'est que tous ces artistes, en effet, ils restaient pas peu de temps, ils restaient parfois plus d'une dizaine d'années, plus d'une quinzaine d'années, tout en allant aussi, en rentrant pour les vacances en Roumanie, ou en allant plus loin en Espagne ou en Italie. La chose qui est intéressante dans cette aventure artistique, c'est ce qu'ils ont apporté. Ça veut dire un vrai intérêt pour, premièrement, le système d'instruction. Donc, ils ont créé, pas seulement à partir de la génération de Todor Aman, pas seulement l'école de beaux-arts, mais ils ont créé aussi par la suite, dans les années 1890-1900, les académies et les ateliers libres. Ensuite, un système d'exposition qui était calqué plus ou moins d'après celui parisien, d'après ce qu'ils avaient vu ici, mais aussi des habitudes et autres choses et qui ont été plus que bénéfiques. En effet, c'est un échange qui a été plus que merveilleux parce que c'est grâce à elle, grâce à lui, que cette école moderne roumaine de peinture
s'est créé, même si dans les années 20 et 30, on a essayé de se séparer de cela, et on a essayé, il y a eu les traditionalistes qui ont essayé de se rompre de cela, mais le lien, il était évident. C'est grâce à cela qu'on a pu faire, et c'est tout cela ce que j'ai essayé retracer et raconter dans ce livre, et que j'aimerais que le plupart d'entre vous tous pourraient le feuilleter à un certain moment. Le livre de Gabriel Badapoun, Les peintres roumains en France, reprend une idée et en même temps une expérience propre pour la culture roumaine, à savoir le voyage à Paris. En Allemagne, tout au long du XIXe siècle, s'est imposée l'idée du voyage en Italie. Goethe a fait son premier voyage en Italie et cette tradition, ça a été transmise tout au long du 19e jusqu'à des metteurs en scène comme Peter Stein qui m'a dit un jour « J'ai fait à mes 20 ans le premier voyage en Italie ». Les Roumains, libérés de l'Empire ottoman, ont eu accès à une sorte d'autonomie au début et ensuite d'indépendance, se sont tournés vers la France au nom de la latinité. Et Gabriel Badapoun reprend ici, dans ce livre admirable, la tradition et l'évolution de ce mouvement des peintres roumains vers Paris. Paris, à l'époque, c'est encore, ce qui ne sera pas plus tard, le centre intellectuel de l'Europe. L'aimant qui attire les artistes, et les premiers grands artistes roumains vont venir à Paris, et le livre démontre que pas seulement Nicolae Grigorescu, qu'on connaissait comme un partisan, un pratiquant de l'école de Fontainebleau, mais même Theodor Mann et d'autres peintres des débuts viennent à Paris et en quelque sorte intègre l'expérience de l'avant-garde française qui est à l'époque l'impressionnisme. Grigorescu et à son tour Andreescu vont adopter les principes du regard flottant, du regard de la vie qui passe, de l'instantanéité dans l'esprit de Monet, et le livre de Gabriel Badapoun rappelle l'opacité de certains critiques roumains qui déplorent chez Grigorescu le fait que les peintures ont l'air de ne pas être achevées, que la vie est une vie fugitive, bref, tous les reproches qu'on a fait à l'impressionnisme. Mais Grigorescu va répondre, la vie n'est jamais deux fois pareille. Donc Grigorescu se réclame de l'impressionnisme. Andreescu va avoir une expérience plus brève en France, mais quand même importante, et bien entendu, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que ces artistes viennent à Paris et ils reviennent en Roumanie. Donc, le livre de Gabriel Badapoun insiste sur le fait que ces artistes ont besoin de quitter leur pays pour revenir dans le pays afin d'intégrer dans le pays les acquis de l'école française. Par ailleurs, le livre est très intéressant et ça mérite d'être signalé, le fait que des figures d'intellectuels comme Kogalnicianu, comme Ion Ghica soutiennent et aident les artistes peintres. Kogalnicianu pour obtenir des bourses, Ghica pour achète à des prix tout
à fait démesurée des toiles de Grigorescu pour qu'il puisse revenir en France. Donc il y a cette première vague des artistes qui cherchent l'ailleurs, mais pour revenir ensuite en Roumanie et apporter ce vent, ce souffle nouveau de la peinture française. Deuxièmement, une chose que révèle le livre de Gabriel Badaboun est le fait que ces artistes sont conscients des limites du patrimoine culturel roumain à l'époque, et ils vont au Louvre, ils font des copies, et ces copies ont un rôle strictement ou purement documentaire, pour que les gens sachent quels sont les chefs-d'œuvre, pour se confronter avec des remakes, des reprises, mais en même temps pour voir des œuvres. Donc le voyage à Paris a un sens de formation, mais aussi un sens culturel. Troisièmement, le livre montre ensuite l'impact de l'attrait de Paris pour des peintres de la génération suivante, parmi lesquels on trouve bien entendu la figure exemplaire de Palladio, on pourra dire qu'il a choisi Paris, il a rencontré Palladio dans l'atelier de Gustave Moreau, et il va devenir un peintre marqué par la rencontre avec Matisse, et le livre, ce qu'on ignorait, témoigne de cette expérience tragique de Palladio qui va rentrer en Roumanie dans les années 40 pour une rétrospective, et comme la Roumanie est du côté des Allemands, il n'aura plus le visa pour revenir en France, et il va rester définitivement en Roumanie, où il va continuer à échanger un courrier très affectueux et très amical avec Matisse. Enfin, il y a l'autre génération, la génération des peintres comme Isère et même comme Petrașcu, qui viennent en France et qui se nourrissent de la deuxième mouvance de l'avant-garde française, mais ils reviennent tous. Le livre signale, je crois que c'est extrêmement dramatique, la rupture que représente 1939. D'ailleurs, le livre s'achève en 1939, la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, l'accès à Paris sera désormais interdit aux peintres roumains, et le rideau de fer tombe sur l'Europe, et les peintres ne pourront plus revenir à Paris que beaucoup plus tard, dans des conditions autrement plus difficiles, surtout sur le plan politique. Mais l'intérêt de ce livre consiste aussi dans le fait qu'il analyse avec une grande subtilité l'impact de cette rencontre biculturelle entre la France et la Roumanie, et je dirais qui rend implicitement un éloge à la France. C'était l'époque où la France était un aimant, un foyer, un centre d'intérêt pour le mouvement culturel européen, et je terminerai par un très beau témoignage d'un peintre, de Ștefan Popescu, qui va à Munich, où on lui dit que Paris est un lieu de dégradation de l'art, et il va quitter Munich pour venir à Paris, où, dit-il, se retrouve la quintessence de l'art. Donc, pour conclure, j'appellerai ces grands peintres l'équivalent du fils prodigue, c'est-à-dire des gens qui partent pour revenir. Il y a d'autres artistes roumains qui sont partis et qui ne sont jamais revenus, comme Victor Braun ou Brancusi. Il s'agit de deux différents artistes, de deux rapports avec l'étranger, mais pour les deux, la France a été une terre d'accueil et une sorte de centre spirituel.